Le 19e parallèle, nous continuons sa visite en compagnie de l'abbé Grégoire Sellier à propos de son livre donc éponyme, le 19e parallèle, flânerie littéraire hors des sentiers battus, publié aux éditions Via Romana. Est-ce besoin de dire que c'est un livre que nous vous recommandons? On y apprend beaucoup de choses. Pour vous donner un peu en guise d'apéritif quelque envie, nous poursuivons notre exploration des différents personnages qui sont présentés dans ce livre. Nous avons précédemment évoqué la figure de Louis Veuillot et surtout le contexte qui l'entourait, monsieur l'abbé. Là, j'aimerais vous entendre parler de Louis Veuillot. D'abord, c'est un converti, vous nous l'avez dit. C'est un journaliste, c'est un écrivain, c'est une plume assez forte. Comment est-ce qu'on peut la caractériser, cette plume? Alors, cette foi aussi, d'ailleurs. Voilà. Foi et plume, voilà. si D'abord, c'est un homme qui est totalement donné à notre Seigneur Jésus-Christ et à l'Église. Et il a renoncé à beaucoup de choses, encore une fois, à une belle carrière qu'il aurait pu avoir de l'argent. Pendant très longtemps, le journal était très impécunieux et ne l'a pas payé. Sur la fin de sa vie, ça allait mieux, puisqu'il était le propriétaire, mais enfin, c'était difficile. Et en tout cas, il a tout donné à l'Église et il a sacrifié en particulier sa réputation pour défendre dans des moments très difficiles. Il faut bien se souvenir, il y a je veux dire, le scandale du syllabus, une déferlante. C'est vous qui dites ça, voilà. Le scandale non, mais je veux dire, ça a été énorme à l'époque. C'était considéré comme un scandale. Vous avez eu l'affaire Mortara, ce jeune juif baptisé, etc. Oui. Ce jeune juif baptisé qui a été enlevé à ses parents dans les États pontificaux, ça a fait un scandale international. Hein, c'est la fondation de l'Alliance israélite universelle pour défendre les Juifs. Enfin, et donc, vraiment, dans l'invasion des États pontificaux. Donc, effectivement, 7 ans d'interdiction de son journal. Pendant 7 ans, ce journaliste du quotidien, qui était sa vie, il n'a pas pu écrire dans un journal. Parce qu'il était resté fidèle. Lorsque ils vont publier c'était ça la règle qu'ils avaient mise. On peut ne pas publier un amendement d'évêque, on publiera toujours ce que dira le pape. Ils se réunissent avec la rédaction. Pour toute la rédaction, c'est leur gagne-pain. C'est leur gagne-pain, c'est leur famille aussi qui ils se réunissent, ils disent est-ce qu'on publie ou on publie pas? Et ils sont unanimes à dire on publie, c'est notre ADN, c'est notre ligne directrice. Ils vont être supprimés, ils vont perdre. À propos de quel texte pontifical? Alors Multis Chartae, me semble-t-il, qui est un texte dans lequel Pie IX condamne les exactions de la Maison de Savoie qui est en train de grignoter les États pontificaux, mais c'est soutenu par Napoléon III. Par Napoléon III, c'est la politique de Napoléon III. Voilà, et donc Napoléon III fait envoyer un sbire du ministère de l'Intérieur pour dire ne publiez pas, sinon vous serez supprimés. Ouais, ils sont prévenus, donc. Il n'y a pas de surprise. Ils se réunissent et ils disent demain, le journal n'existera plus. Donc il a tout donné quand même à l'Église. Et comment est-ce qu'il a vécu pendant ces années de non-parution? Si vous voulez, il écrivait dans des revues, il publiait des livres, etc. Donc voilà, mais c'était plus, si vous voulez, un salaire fixe, quoi. Est-ce que l'homme Veuillot avait une famille? Est-ce qu'il avait une femme, des enfants? Alors il a été marié, il a eu 5 filles. Et il a perdu sa femme et 3 de ses filles en quelques mois. C'était ce qu'on appelait l'angine couéneuse. Un jour, je demandais à maman qu'est-ce que c'était. Elle m'a dit c'était la diphtérie. C'est la diphtérie, l'angine couéneuse, c'est le vieux nom. Voilà. Couéneuse, voilà. C'est très amusant. Donc, et il a perdu presque tous ses enfants. Il n'a gardé que 2 filles. Alors, il avait sa sœur qu'il avait élevée, etc., et qui n'était pas mariée et qui tenait sa maison, si vous voulez. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui avait charge d'âme, qui avait deux filles. Une s'est mariée et a assuré une descendance, et l'autre est rentrée chez les Visitandines. Alors, comment est-ce qu'on peut qualifier le style de Louis Veuillot, qui a été quand même un très grand journaliste, voilà, et qui a souvent été présenté comme un modèle dont il fallait s'inspirer. Voilà. Il n'aimerait pas qu'on le qualifie comme ça, bah, mais en même temps, quand on le lit et quand à certaines choses, il est dans son style très voltairien. Ah oui, ça je comprends qu'il n'aimerait pas. Phrases courtes, percutantes, amusantes, paradoxales. C'est pas du tout du Bossuet. D'ailleurs, il fait un article sur une instruction synodale du cardinal Pie,
en disant grand bien, il a tout à fait raison, c'est donc un grand texte théologique du cardinal Pie, extrêmement intéressant, mais il écrit à son frère en disant « c'est vraiment long ». En douce, il écrit à son frère en disant « c'est vraiment trop long ». Non, il est rapide, il est moderne par son style. Oui, ce que vous décrivez, effectivement, ça correspond presque à l'école des hussards. On a l'impression, vous venez de décrire le style de Roger Nimier, là, en quelque sorte. C'est rapide, sec. Et alors, en plus, il avait cette caractéristique qui est rare, mais que j'ai découverte en étudiant, c'est que si on comprend bien la façon dont il faisait, il était une des rares personnes qui écrivait directement à partir de ce qu'il avait composé dans sa tête. Il ne faisait pas de brouillon et il ne faisait pas de rature, si vous voulez. Il ne réécrivait pas comme la plupart des gens, si vous voulez, pour arriver... Non, il composait dans sa tête et ça sortait. Et ça sortait ensuite au bout de la plume. Alors, avec la chose particulière, c'était un homme qui avait des problèmes d'yeux à cause de la façon dont on s'éclairait, c'est avec des bougies, une lumière qui vous rentre dans les yeux, si vous voulez, et qu'en fait, il avait la capacité de lire à peu près 2 heures par jour seulement. Donc c'est assez court, et donc en partie, il dictait, mais effectivement, c'est une écriture que je trouve moderne, alors, il a écrit, donc il y a 40 volumes d'œuvres complètes qui se distinguent à peu près en tiers, chacun 13 volumes de chaque. Il n'a jamais su composer correctement un livre, c'est ni fait ni à faire. Il y a des choses intéressantes, mais c'est un peu ni fait ni à faire. Donc c'est vraiment plutôt un journaliste. Mais alors, ces journaux, ces articles, ces mélanges, donc les articles de journaux sont très intéressants, et encore plus intéressants, et sa correspondance, parce que là aussi, c'est rapide, c'est percutant, c'est immédiat, et de ce côté-là, moi-même, j'ai mis 3 ans à lire ces œuvres complètes. Je sentais bien que mon style, tout bête, quand j'écrivais à mes parents, si vous voulez, s'améliorait à sa lecture. J'étais effectivement plus dru, plus efficace, parce que il écrit bien. Il écrit bien, mais si j'insiste un petit peu, si j'ai compris, il est davantage journaliste et épistolier que auteur de livres. Non, c'est pas un auteur de livres. Mais il a publié des livres, on est bien d'accord. Il a publié des livres dont certains sont des recueils d'articles. Les Français en Algérie ou le Rome pendant le Concile, c'est des recueils d'articles. Mais cela dit, il a jamais su très bien composer un livre, si vous voulez. Vous avez une explication ou c'est juste un constat? Non, c'était un journaliste dans l'âme. Et nous avons parlé de la comtesse de Ségur, il la traite, il lui dit « cher confrère », c'était quelqu'un qui avait le sens de la noblesse de son travail. C'était quelqu'un qui considérait que c'était un travail important, et il va polémiquer, notamment avec le vicaire général de Monseigneur Dupont-Loup. Avec Dupont-Loup, il y a toujours des polémiques. Dont nous avons parlé. Nous avons parlé, par Gaduel, l'abbé Gaduel, parce que Gaduel va lui reprocher d'être intervenu sur un problème théologique. Et il dit, mais monsieur l'abbé Gaduel, vous, dans 2 ans ou 3 ans, vous allez sortir un bouquin de 500 pages bourré de latin qui va être lu par 100 personnes. Moi, c'est aujourd'hui que je défends l'Église avec les moyens du bord. Bien sûr, j'ai pas toute la science que vous avez, mais aujourd'hui, je suis sur le front, sur la dentelle du rempart, comme aurait dit Maurras, pour défendre l'Église, pour défendre la foi. Autrement dit, aujourd'hui, c'est moi qui prends les coups pour vous permettre d'écrire les 500 pages. Tranquillement, les choses, mais c'est trop tard, ça sera trop tard, vous interviendrez trop tard. Mais enfin, il faut aussi des études de fond, mais sur le moment. Et ça, c'était son travail de journaliste, c'est-à-dire être toujours sur le créneau pour intervenir là où l'Église avait besoin. C'est un grand défenseur de la papauté, vous nous l'avez dit. Il a fait une dizaine de séjours à Rome. Il était toujours reçu par le pape Pie IX, avec qui il a entretenu des relations, et le caro Veuillot, disait mon cher Veuillot, disait Pie IX, et il l'estimait, bien que... Oui, c'est ça, c'est là-dessus que je voulais vous interroger. Il y a eu quand même des moments où Pie IX a... Alors, si vous voulez, Pie IX peut estimer fortement une personne, mais il est obligé de faire de la politique, c'est normal. Donc il y a des pressions, il y a effectivement des évêques qui viennent à Rome se plaindre de Scali Veuillot, etc. Donc, au moins à 2 reprises, tout en donnant un bref laudatif, il y avait des critiques. Et c'est ce que Veuillot caractérisait comme une bénédiction qui entre en fracassant les vitres. Ah oui, effectivement. Voilà. Oui, c'est aussi du Pie IX. Voilà, on est à une certaine époque. Voilà.
Donc Pinoeuf cherchait quand même de temps en temps à freiner son carreau Veuillot, si je puis dire. Ben, si vous voulez, Veuillot est sur le pont, et effectivement, il défend l'Église de toutes ses forces. Forcément, lorsque vous travaillez des stocks et de taille, il y a des fois où des coups portent un petit peu plus qu'il ne faudrait. Et puis, l'Église, c'est toujours un peu onctueux, toujours un peu respectueux. Donc voilà, on voudrait le résultat sans prendre les moyens. Veuillot se rendait compte que les ennemis de l'Église n'étaient pas des gens gentils qui étaient égarés, c'était des méchants qui détestaient l'Église, donc il les attaquait de rue, sans vergogne. Alors effectivement, les ecclésiastiques, plus dans les relations humaines, etc. Et puis Veuillot Pinoeuf est loin. Pinoeuf est loin, il n'a pas forcément la vision. Bien sûr. Et puis, il y a eu des disputes et des polémiques entre catholiques où chacun avait sa part de raison. Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, grosso modo, il y a par exemple la polémique. Ils ont fait une grande campagne. Veuillot a participé à cette grande campagne avec les Menésiens, avec Montalembert, avec Lacordaire, etc. La campagne pour la liberté de l'enseignement. Finalement, il y a la loi une certaine loi de liberté de l'enseignement avec Falloux. Et c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Certains disent c'est le verre à moitié plein, on a obtenu l'essentiel de ce qu'on voulait. Veuillot sera du côté de dire on n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait et c'est en partie un échec. Et là on va se disputer, c'est une dispute éternelle qu'on ne peut pas résoudre. Pour terminer sur Veuillot, il y aurait 1000 choses à dire. Est-ce qu'il y a une postérité? Est-ce qu'il y a une école qui va suivre Veuillot, qui va incarner en quelque sorte, parce que c'est un homme de talent, c'est clair, voilà. C'est une grande figure, un très grand journaliste, vous nous l'avez dit, mais est-ce qu'il a eu une postérité, tout simplement? Alors, si vous voulez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est son frère qui, lorsqu'il est devenu aphasique, il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus écrire. Donc, les dernières années de sa vie, il est toujours vivant, mais il ne travaille plus Le dernier article qu'il fait est en l'honneur du cardinal Pie, qui vient de mourir. Mais c'est son frère, qui a toujours été avec lui depuis le début, qui reprend le journal, et ensuite, probablement, son neveu, je pense, qui va succéder. Mais, en réalité, à cette époque, la Croix est devenu en fait le grand quotidien catholique, et donc l'univers est plus marginalisé, et donc il n'aura pas de postérité directe, mais pour moi, quelqu'un comme Père Vincent de Pot-de-Bailly est quelqu'un qui a reçu un héritage de Veuillot, même s'il n'avait pas son talent littéraire. Merci Monsieur l'abbé Grégoire Sellier, le 19e parallèle, notre flânerie littéraire hors des sentiers battus.